L'archéologie du bâti, c'est une méthode d'analyse des élévations qui se fonde sur une lecture stratigraphique de ces élévations. Dans le cadre d'opérations d'archéologie préventive, comme celle qu'on fait ici par exemple au palais archiépiscopal de Narbonne, on peut nous demander d'intervenir en tant qu'archéologue du bâti sur des édifices qui vont être restaurés. Cette méthode permet d'enregistrer l'existant, d'enregistrer les élévations avant qu'elles ne soient restaurées. Ça permet aussi de fournir des indications qui seront utiles pour faire les choix de la restauration du bâtiment à venir. Donc il a refait une fausse fenêtre géminée. Quand on intervient d'un point de vue scientifique, en tant qu'archéologue du bâti, sur ces élévations, on doit répondre à 3 problématiques principales. La première problématique, elle tient à la chronologie, aux phases de construction de ce bâtiment. Un bâtiment qui a plusieurs siècles d'existence a forcément subi de nombreux remaniements depuis sa construction initiale jusqu'à nos jours. La méthode qu'on va appliquer va nous permettre de déconstruire, de décomposer ce bâtiment, les élévations, et de comprendre quelles sont ces différentes phases. La deuxième problématique à laquelle on doit répondre, qui est liée à la première aussi, ça concerne les fonctions du bâtiment, l'évolution des fonctions du bâtiment au fil du temps. L'évolution des fonctions, elle peut aussi entraîner des phases de construction et de remaniement, de reconstruction du bâtiment. Et c'est pour ça que ces évolutions sont intimement liées aux phases chronologiques. Enfin, il y a une troisième problématique à laquelle on va répondre, c'est la question des techniques de construction. Ces techniques de construction qu'on va analyser, elles vont nous renseigner sur les savoir-faire techniques, sur les circuits d'approvisionnement, sur les matériaux qu'on a préféré mettre en œuvre à telle ou telle période. Et elle va rejoindre les 2 problématiques précédentes de la chronologie et des fonctions, parce que selon les fonctions qui sont occupées dans un bâtiment à telle ou telle période, on ne va pas utiliser les mêmes techniques de construction. Dans le cadre d'une intervention d'archéologie du bâti, on va suivre plusieurs étapes, plusieurs phases dans la construction de la connaissance du bâtiment. Il y a une première étape qui est préalable, mais qu'on conduit aussi parallèlement à l'étude du bâti, qui est la recherche documentaire. Cette première étape d'étude documentaire, elle va nous permettre de travailler sur les sources et sur la bibliographie. Alors la bibliographie, ça concerne tous les ouvrages qui ont été rédigés ou les mémoires universitaires sur le bâtiment qu'on étudie ou sur son contexte. L'idée, c'est de comprendre ce qui a déjà été fait sur ce bâtiment pour ne pas le refaire et pour nous permettre d'avoir des pistes de recherche sur l'étude que nous-mêmes on va mener. À partir du moment où, grâce à cette bibliographie, grâce à tous les livres, les ouvrages et les articles qu'on aura consultés sur notre bâtiment, on aura un état de la connaissance, on saura quelles connaissances supplémentaires on pourra apporter à ce bâtiment grâce à l'étude archéologique du bâti. À partir de ce moment, l'étude documentaire, elle prend un autre aspect qui est la recherche des sources. Les sources sur lesquelles on va s'appuyer pour étudier le bâtiment, elles sont de nature très différente. Il y a les sources écrites. Alors ces sources écrites, elles peuvent dater du Moyen-Âge, de l'époque moderne ou encore de l'époque contemporaine. Si on est sur un monument historique, par exemple, un monument qui est classé depuis 1840, on a toute une documentation aux travaux qui ont été conduits sur ce monument historique depuis un siècle et demi, qui va nous permettre de comprendre les phases de construction les plus récentes et de les distinguer du reste des phases les plus anciennes. Ces sources-là, elles peuvent être encore plus anciennes. Des sources médiévales par exemple, on peut avoir des documents qui sont des inventaires après décès, dans lequel une personne va faire tout un circuit, va circuler dans un bâtiment et va décrire les pièces dans lesquelles il passe au fur et à mesure. Si on arrive à utiliser ce document dans le cadre du bâtiment actuel, qu'on arrive à repérer les salles dans lesquelles la personne circule, on va pouvoir dire dans telle salle il y avait une cuisine, ou en tout cas cette salle était utilisée pour faire la cuisine, cette salle correspondait à la chambre du seigneur, etc. Donc autant on n'en a pas beaucoup pour la salle d'à côté, autant là il y en a quelques-unes qui sont parlantes. Un deuxième type de source qu'on peut utiliser, alors de nature différente, ce sont les sources planimétriques.
Les sources planimétriques, elles datent, pour les plus anciennes, elles sont rarement antérieures au XVIIe siècle, XVIIIe siècle. Malgré le fait que ce soit des sources récentes, qui ne remontent pas au-delà de 3 siècles, on va dire, là aussi, ça peut nous informer sur des restaurations ou des remaniements récents du bâtiment. On peut voir qu'au XVIIe siècle, on accédait à telle salle du bâtiment par une porte qui est aujourd'hui disparue, qui a été rouverte au XVIIIe siècle, etc. Grâce à ces plans, on arrive à distinguer plusieurs éléments dans la chronologie du bâtiment. Si on a une succession de plans, on peut comparer ces plans les uns avec les autres et établir cette chronologie. Le troisième type de source, c'est l'iconographie. Dans l'iconographie, on peut avoir des gravures anciennes, du XVIIe, du XVIIIe, du XIXe, du XXe siècle. Et ce qui va être intéressant, ce sont aussi les photographies anciennes. Alors les photographies anciennes, on n'en a pas qui soient antérieures à la fin du XIXe siècle, évidemment, mais elles peuvent avoir été prises avant de grandes phases de restauration du début du XXe siècle, de la première moitié du XXe siècle ou même d'après-guerre, qui sont souvent des restaurations extrêmement lourdes qui ont pu beaucoup perturber les bâtiments. Et grâce à ces photographies anciennes, on va pouvoir comprendre quel était l'état de la façade, de l'élévation du bâtiment qui a été photographié avant ces lourdes restaurations. Tout cet ensemble de documents, alors la bibliographie d'une part et les sources de différentes natures, écrites, planimétriques, iconographiques d'autre part, qui va nous permettre de constituer un état de la connaissance sur lequel on va s'appuyer pour réaliser l'étude archéologique sur le terrain. Mais il faut savoir aussi que cette étude, elle va se prolonger au long cours durant toute la durée de l'étude parce que l'étude archéologique va aussi ouvrir de nouvelles questions, de nouvelles problématiques et ça va nous obliger à revenir aux sources pour comprendre ce qu'on voit. La deuxième étape, c'est la création des relevés. On fait ce qu'on appelle des relevés orthophotographiques. Ces relevés, ils sont faits par l'archéologue topographe qui vient sur le terrain avant l'archéologue du bâti pour faire une campagne exhaustive de photographie sur toutes les élévations qu'on va étudier. L'archéologue topographe fait ces photographies et elle va aussi prendre avec un instrument de mesure qui s'appelle un tachéomètre des points topographiques qui vont permettre de recaler les photographies les unes par rapport aux autres et d'avoir un document qui sera métriquement fiable sur lequel l'archéologue du bâti va pouvoir s'appuyer, se servir de support pour faire sa propre étude. L'archéologue topographe, pour faire sa campagne de photos, alors toutes les photos qui sont au niveau, à sa hauteur, on va dire jusqu'à 2 mètres de hauteur, elle les fait depuis le sol. Mais ensuite, pour les élévations, il faut utiliser d'autres instruments qui permettent d'atteindre les parties les plus hautes, comme par exemple une perche. Parfois, ça peut être l'utilisation d'un drone ou encore d'une nacelle élévatrice. La troisième étape de l'étude, c'est l'intervention de l'archéologue du bâti sur le terrain. Sur le terrain, l'archéologue du bâti dispose des orthophotographies qui ont été réalisées par l'archéologue topographe précédemment, qui va lui servir de support. Ce support, c'est en fait la photographie de l'élévation qu'il étudie. Sur ce support, l'archéologue du bâti va poser un calque sur lequel il va dessiner les contours des éléments qui constituent l'élévation qu'il étudie. Pour comprendre les phases de construction, pour comprendre les techniques de construction, il va falloir décomposer l'élévation, qui est un ensemble très complexe d'éléments imbriqués les uns dans les autres. Il va falloir les décomposer en unités simples. Pour ce faire, on décompose en 2 niveaux. Le premier niveau, c'est ce qu'on appelle l'entité archéologique. Une entité archéologique, ça va être un ensemble fonctionnel, comme une porte, une fenêtre, un mur, un escalier, etc. Tous ces éléments qui constituent un bâtiment. Et le deuxième niveau d'enregistrement, ce sera l'unité stratigraphique construite. C'est l'unité la plus simple qui permet de décomposer chacune de ces entités archéologiques en plus petites unités.
Ces unités stratigraphiques construites vont par exemple concerner la construction de la porte, la construction de la fenêtre, sa destruction, sa reprise, sa restauration. À chaque fois qu'il va y avoir un événement sur une entité archéologique, on va l'enregistrer comme une unité stratigraphique construite. Ces entités archéologiques et ces unités stratigraphiques construites, on va les matérialiser sur le support que nous a donné l'archéologue topographe en dessinant leurs contours sur le dessin, sur l'orthophotographie qui nous sert de support. Une fois qu'elles seront dessinées, on va leur attribuer des numéros, un numéro d'immatriculation qui va permettre de faire un enregistrement sur des fiches. Sur ces fiches d'unités stratigraphiques, on va reporter plusieurs informations. La première information, c'est le numéro qu'on a attribué à cette unité stratigraphique. Et ensuite, d'autres informations comme la nature des matériaux, le type de matériaux, est-ce que ce sont des moellons, est-ce que pour une porte, ce sont des claveaux ou un linteau. Les éléments d'assemblage, alors par exemple, est-ce qu'on utilise un mortier à la terre, un mortier à la chaux. On va reporter s'il y a des traces d'outils qui sont visibles sur les pierres, par exemple. Ce qui est important de reporter sur la fiche, c'est tout le système de relation entre l'unité qu'on enregistre et les unités qui sont tout autour. Ça permet de comprendre la succession chronologique des événements sur l'unité qu'on enregistre. Par exemple, s'il s'agit d'une fenêtre qui a été détruite et puis restituée, restaurée, on peut donner 3 unités stratigraphiques. La première unité, ce sera la construction de la fenêtre. La deuxième, sa destruction. La troisième, sa restauration. On va enregistrer dans chaque fiche d'unité sa relation avec les 2 autres unités qui constituent cette fenêtre. Sur cette étape de post-fouille, on met en relation l'ensemble des données qui sont issues de l'étude documentaire avec l'ensemble des données qui sont issues de l'analyse archéologique du bâti qui a été réalisée sur le terrain. C'est une étape qui est incontournable, alors qui se réalise au bureau, qui permet de réfléchir sur les différentes phases qu'on a pu déjà déterminer sur le terrain. Cette étape, elle précède la rédaction d'un rapport. Dans ce rapport, il va falloir qu'il y ait plusieurs séquences, plusieurs chapitres. Un chapitre sur l'état des connaissances, un chapitre qui concernera les descriptions des entités archéologiques et des unités qu'on aura enregistrées sur le terrain, et une partie qui sera une synthèse qui permettra de mettre tous ces éléments en regard les uns des autres. À partir du moment où cette synthèse elle a pu être produite, on va réaliser la rédaction, on va rédiger un phasage chronologique, on va faire une proposition de phasage chronologique du bâtiment qu'on aura étudié. Cette partie, elle se divise en plusieurs phases. Il y aura la phase 1, la construction du bâtiment. La phase 2 sera par exemple un premier remaniement du bâtiment. La phase 3 sera par exemple sa destruction partielle et la phase 4, sa restauration. Alors évidemment, une fois que l'étude d'archéologie sur le terrain est terminée et qu'on met tout en relation, toutes les données en relation, il reste des interrogations. Parce qu'on répond à quelques questions qui ont été posées, mais on en soulève de nouvelles. Parce qu'on a réfléchi sur le bâtiment et on se rend compte que certaines choses ne fonctionnent pas ou qu'il nous manque des données, soit parce qu'elles ont disparu, soit parce qu'on n'a pas forcément eu le temps de tout enregistrer sur le terrain. Pour que nos successeurs puissent savoir où reprendre l'étude, il faut qu'on pose dans cette synthèse les interrogations qu'on se pose. On fait un bilan de nous, ce qu'on a compris, et de ce qu'on n'a pas compris et qui sera nécessaire de réétudier par la suite pour approfondir cette connaissance. Lorsqu'on termine l'étude archéologique, que le rapport est terminé, il est envoyé à la personne qui aménage le bâtiment, qui aura ainsi des données, des indications pour d'éventuelles restaurations. Il est envoyé au service d'archéologie et éventuellement ce rapport peut donner lieu à une publication, un article ou si c'est une grosse étude d'un très grand édifice, une monographie qui ira enrichir l'état des connaissances et la bibliographie qui avait déjà été utilisée à l'origine pour réfléchir sur les phases du bâtiment. L'archéologie du bâti, c'est une discipline qui est moins connue, par exemple, que la fouille.
en sous-sol, mais qui a une grande importance pour garder en mémoire les évolutions de nos bâtiments, que ce soit des maisons dans les villages, des églises paroissiales, ou de grands châteaux ou de grands palais archiépiscopaux comme celui de Narbonne.